Merci de nous retrouver. Nous sommes donc en compagnie de Jocelyne André Doirou, candidate à l'élection présidentielle 2025. Bonsoir et bienvenue, madame. Merci bien, cher. Et Gaëlle Lakba, analyste sociopolitique. Alors, avant d'aborder les priorités concrètes, j'aimerais que nous revenions à la genèse de votre candidature. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure ? Si je dois parler de motivation, d'abord, bonsoir à vous, bonsoir cher ami. Bonsoir. Si nous devons aller sur le volet de motivation, en fait, c'est le travail non reconnu que nous abattons, nous les femmes du vivrier de Côte d'Ivoire. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller discuter en haut avec eux? C'est notre motivation première. D'accord. Gaëlle Lakba, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Sur la motivation? Oui. Il faut savoir qu'avant de parler de candidature féminine, d'abord elle est politique, parce qu'il s'agit d'une question politique. Et en tant que femme du vivrier, c'est une ambition. C'est parce qu'effectivement, normalement, le président de la République, le gouvernement, par le truchement du ministère de l'Agriculture, devrait sûrement régler les questions, mais si aujourd'hui madame trouve le moyen, elle veut elle-même passer en avant, c'est que sûrement il y a des imperfections. Donc les motivations sont tout à fait légitimes. Maintenant, on va se poser la question de savoir comment elle compte s'y prendre pour avoir la magistrature suprême, parce qu'en même temps, le terrain politique en Côte d'Ivoire, on le sait, il est vraiment très fourni et puis farouche souvent. Très glissant. Oui. Alors, pourquoi vous et pas une autre, madame? Pourquoi moi? Parce que j'ai des compétences. Parce que depuis 2005, nous sommes pratiquement sur le terrain. Hein. Nous sommes terrain en tant que société civile d'abord. Nous sommes sur le terrain en tant qu'organisation non gouvernementale. Depuis 2008, on a déjà posé beaucoup d'actions dans le domaine féminin, dans le domaine des femmes et puis aussi dans le domaine aussi agricole. Et on peut avoir des exemples d'actions? En 2010, par exemple, on a lancé un procès contre la presse obscène parce qu'on a trouvé que les lois n'étaient pas assez dures sur tout ce qui est dépravation de mœurs. Donc on a intenté un procès. Heureusement que nous avons gagné le procès parce que pour nous, c'était insultant. Vous voyez, la femme a une seule morphologie. Chaque fois, on leur dit ça. On ne verra jamais une femme qui a sa poitrine derrière. Toutes les femmes ont les mêmes morphologies. Alors, à quoi bon exposer une femme nue devant une école primaire où les enfants, chaque matin, sont obligés de traverser toutes ces revues obscènes-là et puis rentrer dans la classe, croiser la maîtresse. Et après, on s'étonne hein, que ouais, l'école ivoirienne n'avance pas. Donc, on a intenté ce procès-là. Ils ont pris 1 an de prison ferme, interdiction de publier, de vendre à la criée tout ce qui est support à caractère obscène. Là, ça a été notre premier combat. On ne s'est pas arrêté là. On a fait beaucoup de sensibilisation dans les lycées et collèges. Et puis bon, on est arrivé sur le domaine politique. Parce qu'on s'est dit qu'on a aussi nos mots à dire dans le domaine politique. Et quelle valeur ajouter à votre candidature aujourd'hui? Si on doit ajouter une valeur, on peut dire que du domaine de la société civile, nous sommes rentrés dans la production agricole. Alors là, on est en 2025. Selon vous, quels sont les 3 grands défis à relever après 2025? Les 3 grands défis. Vous voulez parler de nos axes de... Oui. Voilà. On a l'axe, le premier axe qui nous tient vraiment à cœur, c'est la protection de la femme et de la jeune fille. Vous voyez, nous on n'est pas trop discours, hein. Nous sommes plus sur le terrain. Je prends par exemple le domaine de la femme. Nous, souvent, on est choqués de voir qu'il existe encore un ministère de la femme en bonne et due forme dans ce pays-là. Et puis, nos enfants, nos filles sont en train de se prostituer depuis l'âge de 12 ans. Lorsqu'on parle de ça, on nous dit non, c'est le vieux métier, c'est la liberté, comment on appelle ça, la liberté physique. Donc, on leur demande simplement de nous donner des tests forts. Lorsque, par exemple, on aperçoit des femmes qui sont nues, on dit les femmes malades mentales. Bon,
Il ne peut pas exister un ministère de la femme en bonne et due forme dans ce pays-là et puis voir des femmes nues qui sont en train de se balader dans les rues et le ministère ne réagit pas. Mais ces femmes-là, ce sont des mères. Leur place n'est pas dans les rues. Leurs places sont dans les hôpitaux psychiatriques. Bon, quel est le budget qui est mis en place? On ne sait pas. Et on nous parle chaque année des journées internationales de la femme. Bon, tu finis de fêter là et puis tu es toujours en face des réalités. Donc nous, on a décidé de monter au créneau parce qu'on veut vraiment... On veut que ce problème au niveau des femmes-là soit réglé. Soit réglé dans un premier temps et puis encore élargi plus à la sensibilisation. Dans le temps, on nous trouvait un peu radical. On dit que c'est des femmes qui sont trop radicales, elles veulent changer les donnes. Mais pour finir, tout le monde nous donne raison aujourd'hui de ce que la dépravation a atteint vraiment son paroxysme. Et puis ajouter à ça les filles mères. Il faut bien qu'on mette en place... comment on appelle ça, qu'on mette en place des méthodes, des projets pour pouvoir aider ces filles-là à prendre les enfants en charge. Parce qu'une fois que ce n'est pas fait, ces mêmes enfants se retrouvent dans les rues. Et aujourd'hui, on parle d'enfants en conflit avec la loi, mais c'est là la base. Donc nous, on est plus en train de régler sur la base. Et là, c'est notre premier projet de société. D'accord. Et les deux autres? Donc là, le premier, c'est la situation de la femme. Les deux autres, c'est de renforcer les sensibilisations, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les écoles. Nous avons mis sur place les Oscars de la décence, qui nous aidaient à sillonner tous les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. On a pu estimer quelques meilleurs élèves à qui on a octroyé des bourses à l'étranger aujourd'hui, qui font la fierté de la fondation. Ensuite, on continue toujours dans les sensibilisations avec les associations de VBG pour que les violences basées sur le genre stoppent. Pour qu'au moins nos filles arrivent à s'habiller décemment. Surtout ça aussi. Parce que tu ne peux pas sortir de la maison avec ta fille et puis tu es pratiquement nue. Alors nous, on dit qu'il faut des tests forts. Ensuite, sur le troisième volet qui nous tient aussi à cœur, c'est sur l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, c'est difficile pour une femme d'avoir accès au crédit pour travailler. Les femmes travaillent toujours avec la méthode archaïque, qui est la méthode agricole. On a besoin de faire la mécanisation. Vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'aller chercher la nourriture ailleurs. Et c'est ça aussi notre combat. On nous dit non, pour faire sortir la nourriture, on a des problèmes. Effectivement, il y a des problèmes parce qu'il faut une brigade mixte. Chaque fois, nous le disons, il faut une brigade mixte qui n'a rien à voir avec la gendarmerie, qui n'a rien à voir avec les eaux et forêts. Cette brigade mixte-là, qui va convoyer la nourriture depuis les bois-champs jusqu'à Abidjan pour permettre à la population de s'auto-alimenter. Ça, c'est un problème crucial. Comme on le dit dans notre jargon, on ne peut pas faire arrêter un sac vide. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on assiste au braquage parce que les gens ont faim, les gens ont besoin de manger. On peut faire les routes, c'est vrai. On peut construire beaucoup d'infrastructures. Mais l'économie de ce pays-là est basée sur l'agriculture. On a été choqués lorsque le ministère du riz a été fermé en 2020. Et nous, aujourd'hui, si Dieu nous fait la grâce de prendre la magistrature suprême, c'est l'un des ministères qui sera notre priorité. Parce qu'aller chercher du riz à l'extérieur, la qualité n'y est pas. Et la Côte d'Ivoire va toujours chercher du riz. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en produire? On a tout, pratiquement tout chez nous ici. Donc voilà un peu les trois axes de notre projet. D'accord, alors on reviendra sûrement là-dessus. On se rend compte que votre programme est vraiment très orienté sur la femme. Mais comment comptez-vous améliorer le quotidien des citoyens en termes d'économie, d'emploi, de santé, d'éducation aussi? C'est vrai, vous avez parlé d'éducation déjà, mais comment vous comptez améliorer le quotidien des citoyens ivoiriens? Le quotidien, d'abord, nous nous basons d'abord sur l'autosuffisance alimentaire, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre première base. Ensuite, par rapport à l'économie, on a vraiment des experts avec nous qui travaillent sur cette question-là. Mais on s'est dit que si le pays doit être économe, et comme on appelle ça, autonome économiquement, il faut bien qu'on mette des fonds, comme on appelle ça, à la portée de ces femmes-là, de cette jeunesse-là, pour qu'ils créent plus d'emplois,
Parce que si tout le monde doit courir derrière les concours de la fonction publique, c'est un peu difficile. Concernant aussi la santé, on continue toujours de faire des sensibilisations. Des sensibilisations sur vraiment ces crimes silencieux-là. Quand je dis silencieux, au début, on parlait de VIH. Il y a eu tellement de programmes sur le VIH. Aujourd'hui, on est en train de parler du cancer. Pas plus tard que 2 jours en arrière. Moi, je viens de perdre une jeune sœur qui est morte du cancer. Donc, on a besoin de renforcer beaucoup la sensibilisation. Mais il ne faut pas rester toujours au stade de la sensibilisation. Il faut qu'on parte à la pratique. Très bien. Alors, Gaëlle, est-ce que tu peux donner ton avis sur déjà le programme de Jocelyne Doiroux, qui est axé vraiment sur la femme? Bon, tout à l'heure, au départ, à l'entame de ces propos, j'ai eu l'impression que on s'était beaucoup axé sur les femmes, sur le vivrier, les circonstances des problèmes des femmes dans la société, les problèmes d'ordre agricole, les problèmes de mœurs. Mais ce n'est pas, j'allais dire que se pencher vers ces questions-là ne donne pas la stature nationale, ne donne pas l'ambition nationale, ce n'est qu'un pan. Heureusement, dans le deuxième volet de l'analyse, on a parlé un peu de santé, d'éducation, mais faut-il déjà aussi pouvoir avoir les moyens pour pouvoir résorber ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois des élections. J'aurais bien voulu entendre, même si on le dit, on le répète souvent, des chiffres en termes économiques, des propositions concrètes. On ne devrait plus être au stade des experts sont en train de travailler. Non, normalement, à ce stade du processus, vous devriez déjà avoir un programme de société. Je vais profiter pour laisser la question. Est-ce que vous l'avez déjà? Et si vous l'avez, est-ce que vous pouvez essayer de nous l'égrainer un peu, de nous le présenter? Et Gaëlle, je voulais revenir sur oui. le point de la femme, donc la femme qui est au cœur de son programme, vu que on sait que dans nos sociétés, la femme est quand même un pilier de la société. Est-ce que ce n'est pas pertinent? Non, je ne dis pas que ce n'est pas pertinent. C'est pertinent parce que de toute façon, les femmes font tout aujourd'hui pour mieux s'affirmer. Parce qu'on sait que le jeu politique a été longtemps dirigé, a été géré par les hommes. Des femmes de plus en plus s'élèvent pour vouloir prendre le devant, c'est légitime. Mais seulement, ce que j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on essaie de... Vous savez, la politique, au plan de la présidentielle surtout, c'est une affaire d'un homme ou d'une femme face au peuple. Alors que dans le peuple, il n'y a pas que les femmes. Il y a tout le monde. Il n'y a pas que les problèmes des femmes. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je suis allé vite pour revenir sur les problèmes entiers. Vous pouvez être spécialiste des questions des femmes, il y a des féministes et tout ça, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir gérer une nation. Sinon, vous risquez de faire une politique exclusionniste qui risque de devenir un peu discriminatoire pour d'autres couches de la société. Donc, je ne dis pas que c'est ce que Madame fait, mais il faut vraiment circonscrire parce qu'on parle de présidentielle. Donc, tous les autres sujets ont droit au chapitre plutôt que de rester seulement sur la condition des femmes parce qu'on a affaire à une femme. Non, quand on a affaire à un homme, l'homme aussi, il parle des problèmes des femmes, comme il parle des problèmes des enfants, il parle des problèmes des jeunes, il parle des problèmes des vieux. Mais l'impression qu'on a souvent quand les femmes sont quelque part, elles veulent seulement parler des problèmes des femmes. Or, ce n'est pas suffisant pour avoir l'ambition présidentielle. Parce que si vous restez seulement sur la question des femmes, et souvent qui dérive avec la question des enfants, mais les autres, peut-être vont se sentir exclus. Voilà, on dit que vous faites une politique exclusionniste. Si vous permettez, en fait, ce que vous êtes en train de dire là, nous, on ne veut pas trop mettre les pieds dans le plat. Si dans le volet économique, là, on y travaille. Voilà. Vous savez, mais je pense que les Ivoiriens ont besoin d'avoir ça aussi. Il y a eu trop de gabégie. Voilà. Quand je dis, par exemple, qu'on a été scandalisé parce que le ministère du riz a été fermé en 2020, il a été fermé parce qu'il y a eu une gabégie de 12 milliards. Donc, si on doit parler de l'économie en Côte d'Ivoire, il faut qu'on évite de faire les histoires d'affinités, d'amis, parce que c'est un tel du parti politique, il faut le mettre parce qu'il a une expérience financière. Non. Nous, on dit, dans notre programme de société, le volet économique, là,
nous, on le laisse aux experts. Vous savez, nous, on a des experts avec nous qui travaillent là-dessus. Mais ce qui nous importe, c'est la corruption. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas voir un fonctionnaire qui a 2 immeubles dans ce pays-là. Parce qu'à cette allure-là, on ne va pas s'en sortir. Donc, du coup, nous, on vient avec des tests forts sur la corruption, sur la dépravation des mœurs. Parce qu'il faut taper à la base. Si jamais vous ne tapez pas à la base, mais on sera toujours en train de parler d'économie, l'économie et le pays endetté. Mais il est endetté là, cet argent-là va où? Il faut qu'on fasse quand même des audits. Cet argent-là, il va où? On place un aujourd'hui, il vient, il fait une gabégie là, on l'enlève, on envoie un autre. Mais à cette allure-là, on ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi nous, on dit, il faut des tests forts. Si tu fais une gabégie, on t'enlève là. On récupère l'argent que tu as pris là, on récupère ça avec toi. Si c'est un bien, on récupère ça avec tes biens. Voilà, nous, les histoires de experts économiques là, on ne veut pas trop rentrer dedans. On ne veut pas trop mettre les pieds dans les plats. Ça, faut qu'on Madame Doirou, malheureusement, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on sait un peu comment ça se passe. Les Ivoiriens attendent des différents candidats des programmes clairs. Bien évidemment, l'économie fait partie de ce programme-là. Et si vous n'en parlez pas, comment vous comptez convaincre justement ces citoyens-là à voter pour vous? On n'en parle pas parce qu'on ne veut pas de conflits. Quel genre de conflit? On ne veut pas de conflit. Parce que quand on va parler de ça, au sortir de là, on va nous appeler pour dire, mais pourquoi vous avez tassé ça? Vous avez tassé ça. Nous, on a l'habitude de traquer des gens qu'on maîtrise, tel que le ministère de la Femme, tel que le ministère de l'Agriculture. On s'est dit que si ce pays-là doit se lever, il peut se lever que sur son agriculture. Maintenant, lorsque l'agriculture fournit des efforts et que certaines personnes pensent que parce que l'argent rentre au travers de l'agriculture, ils vont prendre pour pouvoir faire des gabégies, ce n'est pas nous qui allons venir dénoncer. Ça, en tout cas, nous, on est clair à la Fondation. On ne veut pas mettre les pieds dans le plat. Je reviens encore là-dessus. Mais concernant les études, là, on est en train de travailler dessus. Mais notre seule méthode pour procéder là, c'est interdire la corruption. Ça seulement, nous sommes formels là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à la question de M. Lakpa? Gaël, tu lui avais posé une question. Qui a dit pourquoi on se focalise seulement sur les femmes. Sur les femmes. Quand vous avez l'ambition présidentielle, c'est toute la nation et c'est toutes les sensibilités. Vous voyez, en France, par exemple, la politique française, là, les femmes là-bas, les filles là, elles sont prises en compte. Ici, chez nous, là, les filles ne sont pas prises en compte. On vous dit que lorsque la femme est bien éduquée, c'est une nation qui gagne. On ne peut pas faire la politique de ce pays-là sans prendre appui sur la femme, sans favoriser la femme. Ils vont le faire 1000 fois, ils vont se taper là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez ceux qui se disent majoritaires, ceux que nous-mêmes, les femmes, on a porté au pouvoir, aujourd'hui, là, qui sont en train de se marcher dessus parce qu'ils ne voient que leurs intérêts. Ils ne voient que leurs intérêts. Nous, on dit simplement qu'ils ont échoué. On dit qu'ils ont échoué, que la politique des hommes a échoué. Donc, du coup, il faut faire la place à la femme. Maintenant, c'est bon. Si on trouve qu'on ne fait que la publicité de la femme, mais essayons d'abord de voir. On a vu ici le Libéria. Quand le Libéria est sorti de cette guerre-là, ils ont placé une femme. Aujourd'hui, ça marche. Dans d'autres pays, lorsqu'on sort de la crise, c'est une femme qui est là. Mais pourquoi ici en Côte d'Ivoire, on ne veut pas essayer la femme? Et les hommes pensent que c'est eux seulement qui ont l'intelligence, qui ont le pouvoir de pouvoir diriger ce pays-là. Nous, on dit non. C'est tout ça qui fait notre motivation. Il faut qu'on laisse au moins la place. Le chef de l'État, par exemple, est de 10%, il est monté à 33%. On a applaudi, mais on dit que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait la parité 50-50. Gaël, tu veux réagir par rapport à ça? Bon, tout à l'heure, dans ses propos, elle a parlé du ministère du riz. Je voulais faire une précision là-dessus. Parce que le ministère du riz, c'est vrai, il y a eu un détournement là-bas. Dans plusieurs ministères, il y a des détournements. Ça, on ne peut pas discuter. Mais le fait que ce soit supprimé, il y avait eu beaucoup de polémiques là-dessus. Et moi-même, j'ai fait partie de ceux qui avaient critiqué cela
On ne peut pas avoir un ministère spécialement dédié au riz. Sinon, on aurait aussi un ministère spécialement dédié au manioc ou bien au café, au cacao. Je viens. On aurait en ce moment-là combien de portefeuilles ministériels? On ne peut pas gérer un pays comme ça. On a déjà un ministère de l'Agriculture qui est là, qui gère tout ça. Le riz, le café, le cacao. Vous voyez aujourd'hui le résultat. Non, le résultat, il n'est pas bon. On n'a qu'à se le dire. Non, le résultat, il n'est pas bon. Il suffit d'une bonne gouvernance, tout simplement. Mais quelle bonne gouvernance? La bonne gouvernance, ce n'est pas... Non, la bonne gouvernance, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont à des postes. Si vous parlez tout le temps de réformer les textes, de ramener des textes, tout ce que vous dites là, en réalité, les textes existent déjà. Mais les textes n'existent pas. Non. Moi, je vous dis que les textes n'existent pas. La corruption, là, elle est autorisée en Côte d'Ivoire. Elle est pénale. Mais elle est pénale, mais... Quand vous parlez des gabégies et tous les détournements à la tête de l'État, on voit souvent, il y a même la haute autorité pour la bonne gouvernance qui existe, qui nous fait des rapports. Quand il y a des détournements, certaines personnes sont interpellées. Il y a des points. Donc, c'est dit que ce que vous dites, ce n'est pas nouveau. Les textes existent déjà. Mais ce que vous pouvez dire peut-être, c'est de renforcer la bonne gouvernance, mettre les hommes qu'il faut. Mais ce n'est pas forcément une affaire de ramener des textes. Les textes existent déjà. Comme je suis en train de... Vous voyez, cher ami, quelqu'un fait une gabégie, on l'enlève. On dit qu'on mène des enquêtes. Donc, pour pouvoir... Mais c'est au nom de quoi on enlève? Parce qu'il a fait une gabégie. Qu'est-ce qu'il dit qu'il a fait une gabégie? Oui, mais le bilan est là. Ce n'est pas le bilan, ce sont les textes. Et c'est ce que je suis en train de dire. S'il n'y a pas de texte, on n'interpelle personne. Ce que je suis en train de dire, c'est que les personnes qu'il faut, peut-être qu'au niveau moral, ne sont pas les bonnes personnes. Si vous dites ça, on est d'accord. Mais dire qu'il n'y a pas de texte, ce n'est pas juste. Si vous nous prenez en cours, nous sommes donc... Nous étions en train de discuter avec Madame Douarou, candidate à l'élection présidentielle 2025. Et entre-temps, Marie-Karine Blady nous a rejoint. Elle est également candidate à la présidentielle. Alors, bonsoir Madame Blady, merci de nous rejoindre. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors, on a fait un petit tour de questions avec Madame Douarou. Je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à cette élection présidentielle 2025? D'accord, mais il faudra savoir que j'ai été précédemment candidate à l'élection présidentielle de 2020. Donc, ma motivation trouve sa source dans mon désir ardent d'équilibrer la société, mon désir ardent de ramener la justice, de mettre en avant le droit de l'homme, d'apporter un épanouissement, c'est-à-dire mettre l'Ivoirien à l'abri de la pauvreté. Et pourquoi vous et pas une autre? Mais je dirais que c'est mon destin. Quelle valeur ajoutée peut apporter votre candidature à cette élection? Ma candidature à cette élection n'est pas d'apporter une valeur ajoutée, c'est que je sois déclarée présidente de la République de Côte d'Ivoire après les élections et que, en tant que présidente, j'apporte aux Ivoiriens ce dont j'estime qu'ils ont besoin et qui est aujourd'hui un mal que vivent notre population ivoirienne et notre pays. Et qu'est-ce que vous proposez donc aujourd'hui aux Ivoiriens? Mais je pense que mon projet de gouvernement s'accentue sur tous les départements, on va dire, de vie, notamment l'éducation premièrement, la santé. C'est des réformes que nous apporterons. Nous n'allons pas, on va dire, changer la Côte d'Ivoire dans son mécanisme, mais nous apporterons un plus, on va dire, dans tous ces départements de train de vie, notamment, je l'ai cité précédemment, l'éducation, la santé, le logement, l'agriculture, le transport, pour ne citer que ceux-ci, j'en passe, j'allais dire, c'est dans toute sa globalité. Alors Gaëlle, comment ton appréciation face à cette diversité de candidatures féminines? Cela montre que, je l'avais dit presque, que les femmes aujourd'hui veulent se lever. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, jamais une femme n'a été à la tête de l'État. C'est vrai, on a des premières femmes, on a connu une première femme forte avec le président Laurent Gbagbo dans le temps parce qu'elle-même elle était très active politiquement. Mais au-delà, il y a des femmes ministres,
Il y a des femmes un peu partout dans l'administration, mais il n'y a pas encore de femmes présidentes de la République. Donc les motivations sont tout à fait légitimes dans un monde où les femmes s'expriment de plus en plus, s'affichent de plus en plus, luttent pour leurs droits. Et moi, je dirais même qu'à un certain niveau, aujourd'hui, les femmes sont en train de dépasser les hommes. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on ait jusqu'à, je crois, 6 ou 8 candidatures de femmes régulièrement enregistrées. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a fait acte de candidature, montrer l'intention, et puis il y a passer le cap. Parce qu'on sait qu'il y a certaines candidatures qui ne passeront pas. Parce que soit peut-être les parrainages n'ont pas été réunis, soit peut-être la caution et tout. Mais souhaitons que des femmes passent la phase du Conseil constitutionnel, qu'on ait véritablement une femme candidate et que celle-là puisse présenter effectivement son projet de société aux Ivoiriens. Parce que c'est sur la base de ce qui sera proposé que le citoyen lambda va sortir de chez lui pour aller voter. Donc ce sera à elle de motiver ces personnes. Parce que je rappelle que sur notre liste électorale, selon les élections qui se passent, il y a un bon quota d'électeurs qui ne sortent pas, qui sont déçus. Donc elles peuvent jouer là-dessus, amener ces personnes-là à se lever parce qu'il y a des électeurs qui sont déjà captifs des partis politiques traditionnellement connus. Quand vous prendrez le RHDP, ils vous donneront leur nombre de militants, leur nombre de votants et tout ça, le PPACI, le PDCI et tout. Mais il y a une bonne frange de la population électorale qui ne sort pas depuis des années. Donc peut-être que ces femmes-là pourront les emmener. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas une question de genre. Parce qu'on est femme, les gens vont venir nous voter. Parce qu'on est femme et qu'on a l'ambition, c'est bien. Mais c'est pour diriger toute une nation, tous les Ivoiriens, que ce soit les enfants, les jeunes, les vieux et toute la couche de la société. Donc c'est sur quoi les gens vont s'appuyer. Ils vont s'appuyer sur ce que vous aurez à proposer. Elle a dit des choses intéressantes. Elle a parlé de santé, d'éducation, elle a parlé d'économie, d'agriculture. Mais il faut aller au fond. Parce que dire éducation et tout, je dirais que c'est un peu facile. Il faut dire des choses innovantes qui vont amener les gens à croire en vous et vous suivre. Voilà. Et je vais finir pour dire que celui qu'on appelle président ou présidente de la République n'a pas de sexe, n'a pas de genre en réalité. On a vu Ellen Johnson au Libéria ici. Elle était même critiquée même par certaines femmes pendant qu'elle était présidente. Ce qui veut dire qu'elle ne venait pas faire une politique exclusionniste seulement dédiée aux femmes. Mais quand on est président ou présidente, on n'a plus de sexe. On est présidente ou président pour tout le monde. Alors, Jocelyne Noiroux, comment est-ce que vous menez votre campagne et quel message vous adressez à vos électeurs quand vous êtes face à eux? Vous savez, tout à l'heure, je l'ai dit, dans notre jargon, on dit le sac est vide, là, il ne peut pas s'arrêter. Quand on parle, ce n'est pas qu'on veut faire la promotion une promotion agricole ou bien une promotion du genre. Non. Mais on dit, nous à la Fondation, on dit, cette candidature-là, il faut qu'elle soit basée sur des tests forts. S'il n'y a pas de tests forts dans ce pays-là, nous sommes en train de tourner en bourrique. Et c'est ce que nous disons aux personnes que nous rencontrons sur le terrain, qu'ils adhèrent, comme on appelle ça, à notre programme de société. On va beau tourner, on va parler d'économie, on va parler de sécurité, mais si jamais toutes ces personnes qui se livrent à des gabégies là, s'ils ne sont pas inquiétés, bon, moi je me rappelle qu'en 2010, lorsqu'on était en procès contre la presse obscène, il y a un des journalistes qui nous a dit, lui, tant que son corps n'est pas touché, lui, il va toujours se livrer, et comment on appelle ça, à la publication de ces journaux obscènes là. Mais il a fallu qu'on le prenne, qu'il soit sur la route de la Maca. C'est là qu'il s'est confessé, qu'il dit qu'il ne va plus faire. Et effectivement, il a arrêté. Vous ne voyez plus ces journaux-là dehors. Donc aujourd'hui, c'est que le message que nous donnons à nos électeurs sur le terrain, on leur dit qu'il faut qu'il y ait le changement. Nous voulons diriger autrement, gouverner autrement, passer autrement. Parce que pour pouvoir gouverner autrement, il faut
il faut régler ce qui était en bas là, qui n'est pas bon là. Il faut régler, il faut enlever pour qu'il y ait des nouvelles repousses. Et les nouvelles repousses là, on ne peut pas prendre, comme on appelle ça, une amitié pour dire non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, 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 il faut taper dessus. Quand tu tapes dessus, il faut taper dessus. Madame, vous, en campagne, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont en face de vous? Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, notre pays a un besoin. Ce besoin, c'est le changement. Le changement de la classe politique. Elle est vieillissante. Dans un premier temps, elle a pris les Ivoiriens en otage depuis des décennies. Elle n'a plus rien à prouver. Elle n'a plus rien à apporter. Elle est passée par toutes, on va dire, les dérives. Nous avons été frappés de plein fouet par une grande instabilité politique qui a laissé des désastres, on va dire, et des séquelles, des blessures qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de solution. Nous sommes face à des personnes qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas la volonté d'apporter un état de paix, d'apporter un équilibre social, d'apporter un épanouissement vital à la population, mais qui se battent pour leurs propres intérêts et qui prennent la population comme des sacrifices, des personnes à sacrifier. Il faut que tout cela prenne fin. Nous devons tourner la page à toutes ces personnes parce qu'elles ont eu le temps de vivre, de s'épanouir et de vivre l'opulence de leur désir. Aujourd'hui, nous devons tourner la page pour un nouveau visage, une nouvelle gouvernance, pour une nouvelle personne, en la personne de Marie-Carine Blady, que je suis, parce que ma vision, elle n'est pas, on va dire, égoïste. Ce n'est pas mon intérêt, c'est l'intérêt des Ivoiriens. Je me dis, notre pays, la Côte d'Ivoire, a tant de potentiel. Nous avons le droit d'être à la hauteur de la richesse de notre territoire. C'est-à-dire l'Ivoirien, tant le pays évolue, émerge, comme on le dit, mais la vie sociale devra être à la hauteur. L'Ivoirien ne doit pas être pauvre, ne doit pas être dans la précarité, dans la misère, en train de pleurer au jour le jour, ne se retrouvant pas. Ce n'est pas normal. Voilà. Il faut travailler dans le social. Il faut relever la vie des Ivoiriens. Il faut équilibrer la vie des Ivoiriens. Il faut mettre l'Ivoirien à l'abri du besoin. Voilà. C'est ça la raison pour laquelle on existe, on vit. On ne vit pas pour souffrir. On vit parce qu'on veut être heureux. Voilà. Et ça, les pays occidentaux l'ont réussi. L'ont réussi. Même un chômeur, quelqu'un qui n'a pas d'activité, il a des allocations. Il a des allocations. Il arrive à subvenir aux petits besoins de sa famille ou de lui-même jusqu'à ce qu'il se trouve un emploi. Mais ici, ce n'est pas possible. On n'a pas de tout cela. Et ce n'est pas normal. Notre pays n'est pas pauvre. Voilà. Alors je dis à tous mes militants et à tous les Ivoiriens qu'ils osent le changement, qu'on tourne la page. Dans tous les cas, ces présidents précédents ne sont plus à la hauteur. Ne sont plus à la hauteur. Sur le plan, on va dire physique, l'énergie, tout et tout, c'est fini. La vie se trouve dans la jeunesse. La vie est avec la jeunesse. Là où il y a la jeunesse, il y a la vie. Alors c'est cette jeunesse-là qui devra prendre le relais pour tenir les rênes du jeu. Voilà. Alors nous avons posé la question à Jocelyne Doirou tout à l'heure. Comment est-ce que vous comptez améliorer le quotidien des Ivoiriens en termes d'économie, de santé, d'emploi et d'éducation? Mais pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, il faut déjà le connaître. Voilà. On a une idée, on va dire, générale de la souffrance des Ivoiriens, mais pas l'idée, on va dire, individuelle. Donc c'est de faire un recensement. Il faut connaître l'histoire des familles. Il faut connaître la position de la famille. Est-ce que vous êtes 15, 20? Vous vivez dans quoi? Dans un 2 chambres salon? Dans un 3 chambres salon? Dans un 5 chambres salon? Pour pouvoir les rééquilibrer et les rétablir, les restaurer. Voilà. Est-ce que dans cette famille, il y a des jeunes qui émergent, des jeunes étudiants
qui ont des difficultés à même se rendre à l'école, au campus. Il faut améliorer ces conditions de vie. Est-ce que le père, il s'en sort? Quels sont ses revenus? Mais c'est tout ça qu'il faut améliorer pour qu'on puisse parler d'épanouissement, pour qu'on puisse parler d'aisance. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint de beaucoup de choses. Regardez, moi, je me plains de l'expansion des réseaux sociaux qui aujourd'hui donnent à l'individu tellement d'orgueil. Parce que tu as un compte Facebook, tu fais ta star. À partir de là, tu verras que quand une personne aura besoin de l'autre pour lui donner un coup de pouce dans son activité, ça sera toujours moyennant quelque chose parce que l'autre ne voudra plus faire les choses parce que c'est la fraternité en train de prendre un coup, la charité, la solidarité en train de prendre un coup. Mais je le dis pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre. Des personnes trop riches et d'autres trop pauvres. Donc du coup, on ne s'entraide pas de façon charitable. Voilà, il y a toujours un intérêt. Mais si on arrive à équilibrer la société, ceux qui sont tellement pauvres, on leur permet d'avoir au moins un niveau assez on va dire, acceptable et qui n'ont rien à envier à ceux qui sont trop riches. En ce moment-là, vous verrez que la convivialité, l'amour, la joie, ça dit qu'il n'y aura plus de méchanceté dans la société. Voilà, moi je pense que pour pouvoir équilibrer la société, pour pouvoir apporter un plus, il faut la recenser, il faut connaître le problème et il faut l'améliorer. Voilà. Gaël? On a entendu beaucoup de choses intéressantes auxquelles j'aimerais ajouter des questions d'ordre national. Ils sont la cohésion sociale. Sur la fin de ses propos, elle a parlé de bien-être des citoyens, mais en même temps, il y a le discours qu'on tient quand on n'est pas aux affaires. Ceux qui sont maintenant aux affaires le témoignent. Il y a ce qu'on dit. On dit tous que la Côte d'Ivoire est un pays riche, mais en même temps, il est endetté. Il faut pouvoir faire face à la dette. Si on réussit à régler la dette, sûrement que ce qu'on prend pour rembourser la dette, ça peut mettre les Ivoiriens plus à l'aise. Au niveau des matières premières, il faut, au lieu de passer toujours à la vente au brut à l'international, il faut pouvoir passer à la modernisation, il faut pouvoir passer à la transformation. Ce sont tous ces défis-là qui attendent en réalité ceux et celles qui veulent devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a la question sécuritaire. Il y a la question de l'autonomisation, de l'autonomie alimentaire. Il y a la question même de la gouvernance. On gouverne avec qui on gouverne? Comme Madame le disait, Jocelyne le disait, je sais bien, le disait tout à l'heure, elle parlait de gabégie, de détournement et de tout ça. Mais c'est une question de gouvernance, avec qui on gouverne. Et les textes, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'ils n'existent pas, ils existent. Parce qu'ils répondent à des standards internationaux. Nous sommes partie prenante de la communauté internationale. Il y a des textes au niveau international où nous avons ratifié, et ce qui fait que nous sommes obligés d'appliquer. Donc les textes existent déjà, seulement que c'est une question de volonté politique. Souvent on condamne X, d'autres fois on ne condamne pas Y. Et ça, on appelle ça, c'est une sorte de mauvaise gouvernance. Il y a aussi l'injustice qui existe. Donc, c'est tous ces défis-là qui attendent en réalité nos candidats. Donc, je pense que ces candidates ici présentes, et même au-delà, les autres candidats, devraient prendre ces différentes thématiques-là et entrer au fond pour pouvoir faire des propositions concrètes. Et comme je le dis, on ne pourra pas tout dire tout sur ce plateau, mais quand ils vont à la rencontre des populations, il faut pouvoir critiquer. Il faut pouvoir montrer les limites de la gouvernance actuelle, mais par derrière, il faut pouvoir apporter des solutions, il faut pouvoir apporter l'innovation, proposer mieux, de sorte à ce que vous retrouvez comme un produit. Dans le domaine, j'ai fait un peu de marketing, vous représentez la candidate, vous devenez le produit que vous partez vendre aux populations. S'ils sont séduits par ce produit-là, s'ils sont convaincus par ce produit, mais non, naturellement, vous avez votre place. Parce que effectivement, les Ivoiriens ont besoin de changement. Et ce que je dis, ça se base si on visite les chiffres.
vous allez voir que les gens ne s'intéressent plus trop aux élections, à part des personnes qui sont vraiment très partisans au fond. Ce qui fait que les partis politiques traditionnels maîtrisent toujours le jeu politique. Ce qui fait que vous voyez tout le temps, on parle souvent d'alliance, de contre-alliance. Les gens se mettent ensemble aujourd'hui, demain, parce que ce sont qu'eux qui sont sur le terrain. Mais aujourd'hui, il suffit qu'une bonne tête sorte de l'eau, réussisse à se différencier. Et une femme étant, ça pourrait amener les gens à vouloir le changement. C'est un avantage que d'être une femme. Parce que les gens ont déjà vu plusieurs fois des hommes. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, être jeune et être femme, c'est déjà un avantage qu'il faut pouvoir capitaliser en termes de stratégie, en termes de compétences. Et ça aussi, ça compte, la compétence. On parle beaucoup d'égalité, hommes et femmes. On parle beaucoup de la place de la femme dans l'administration, dans la gestion de tout ce qui nous concerne. Mais on oublie souvent de parler de la compétence. Vous ne me direz pas qu'à un concours, s'il y a 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes, et on a besoin de 2 personnes, parce qu'on veut des femmes, on va prendre les femmes pour laisser les hommes. Non, on va s'appuyer sur les compétences. Madame ou monsieur, vous voulez postuler à tel poste et autres. Quelles sont vos compétences? Quel est votre background? Qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ce pays? C'est cela. Mais ce n'est pas seulement une affaire de « comme je suis une femme, comme je suis une femme, comme je suis une femme ». Ça ne permet pas de pouvoir gérer un pays, de pouvoir arriver à la tête d'un pays. Et je me réjouis de ce que j'entends sur ce plateau. C'est au-delà de cela. Merci beaucoup Gaëlle. Alors comme nous le disons très souvent, les vendredis, le débat ou le sujet c'est sur ce plateau, mais c'est aussi vous les internautes et nous recueillons toujours les réactions ou les avis des internautes. Ce qui a été fait encore aujourd'hui, alors la question leur a été posée, une femme à la tête du pays, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons eu plusieurs réponses dont celle que nous avons sélectionnée ici. Alors on a Jean-Paul Djeket qui a répondu, c'est le programme qui est important. Oscar Foulon-Blé a répondu « Le problème n'est pas au niveau du sexe des candidats. Le plus important pour moi, c'est leurs compétences. » Pourquoi pas? Au Libéria, c'était bien. Maintenant, comparaison n'est pas raison. Mais pour moi, il faut aussi confier la gestion de la Côte d'Ivoire à une femme et on verra la suite. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les crises ivoiriennes sont le fait des hommes présidents. Ça, c'est la contribution du citoyen ivoirien. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez de ces réactions-là, Gaëlle? Qu'est-ce que tu penses de ces réactions? Je ne vais pas être long. Vous voyez que ce qui a été dit dans la plupart des commentaires, c'est sur ça même que j'ai chuté. Donc, de peur de me répéter, je vais devoir passer la parole. Au cas où il y a une autre question, je reviendrai. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez des réactions des internautes? Moi, je pense que c'est déjà un pas en avant parce que faire allusion aux gens, c'est développer un complexe. Voilà, c'est développer un complexe. Parce que moi, je dis, je vais jusqu'au fond, on va dire, dans la science. En l'homme se trouve la femme, en la femme se trouve l'homme. Donc, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Et on parle de compétences, mais nul ne pourrait s'autoproclamer ou se présenter sans avoir la présence d'esprit de la compétence dont elle dispose. Puisque la raison pour laquelle elle se propose requiert des conditions, des principes préalables. Donc du coup, je pense que le genre n'a pas sa place. Et les internautes en ont fait cas. Ils ont dit, c'est pas le genre. Voilà, peu importe le genre, mais c'est le programme. Voilà, c'est le programme. Il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme. Je le répète, il n'y a pas de différence. C'est la femme qui fait l'homme. Et vous, madame? Ouais. Nous, à la Fondation, on le dit toujours, hein, être femme, ce n'est pas un avantage. Parce que ce que les candidats hommes ont vécu sur le terrain, nous-mêmes, on a vécu ça. Hein. Moi, je suis rentrée en brousse. Je suis sortie de la brousse le 25, le jour du dépôt de mon dossier. Donc, quand on dit qu'on fait notre consultant dit on fait la part belle aux femmes, moi je dis non. L'élection où on est rentré dedans là, ceux-là, ils n'ont pas pitié des femmes.
Ça dit, même le petit détail, même là, ils vont nous éliminer. Et ils ont déjà commencé. Donc, ce qui est intéressant, c'est le programme des sociétés. Voilà. Moi, je dis, on peut nous attaquer sur notre programme de société. Sinon, sur les histoires d'être avantage, une femme là, non. Ça là, on n'a qu'à laisser. Parce qu'on a trop vu des vêtements et des pas mûrs. Ils ont été trop durs envers nous. Plein même, qu'on appelle ça, plein même, ont même abandonné. Hein. Mais c'est parce que nous là, c'est le courage qui nous caractérise. C'est pourquoi on allait jusqu'au bout. Sinon, élection 2025 là, il n'y a pas de place pour la femme. En tout cas, la femme faible là, elle n'a pas sa place là. Il faut être battante, il faut être bagarreuse. Sinon, même pas labreuse. Sinon, ils ne vont pas te faire la place. Alors, pour vous deux, hein, la question est pour toutes les deux, donc vous allez répondre en premier. Est-ce que vous pensez que la société est prête à accueillir une femme à la tête de ce pays? Mais vous êtes en train de faire ce que je déplore. C'est quoi le problème? Expliquez-moi la différence, c'est quoi? Qu'est-ce que la société devrait être prête ou ne pas être prête? Alors, la question se pose parce qu'on a eu 13 élections au total dans ce pays. Jusque-là, on n'a eu que des hommes. On a pourtant eu des femmes candidates. D'où la question. Bon, moi, je me souviens de la reine Pokou, hein, qui a donné son fils pour sauver son peuple. Moi, je me souviens de beaucoup de sacrifices des femmes qui ont marché à Grand Bassam pour libérer. Mais donc, je pense qu'on doit dépasser cette bassesse d'esprit-là. On doit dépasser cette bassesse d'esprit. Il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. Quand la femme se sent capable, c'est qu'elle est capable. Point. Quand la femme se sent capable, c'est qu'elle est capable. Mais la femme même peut vous donner ce que les hommes ne vous ont jamais donné. Aujourd'hui, la situation politique de notre pays, avec tout ce que nous avons vécu, l'Ivoirien n'est même pas au stade même de la réflexion, de la spéculation ou même des doutes. Quand une femme te dit « je viens pour relever la vie de précarité des Ivoiriens, pour leur donner un équilibre social, un état d'esprit et une vie assez épanouie, assez, on va dire, aisée », il n'y a pas à se poser des questions. Il n'y a pas à se poser des questions parce que les mêmes hommes ont été. Et ce sont ces hommes-là que nous allons succéder. Mais ces personnes-là qui sont aujourd'hui, nous sommes le 27 ou 28 ou le combien aujourd'hui là? Le 29. Jusqu'à aujourd'hui 29 là, ils ne vous ont encore rien donné. Mais ce qu'ils ne vous ont pas donné depuis, c'est pas après les élections d'octobre qu'ils vous le donneront. Alors donc les histoires d'hommes, de quoi que ce soit là, on met fin à cela. Moi je dis, on ne peut pas mettre son espoir dans ce qui nous a déjà déçus. On a toutes les possibilités d'espérer en ce qu'il y a de nouveau. Parce que ce qu'il y a de nouveau peut contenir un potentiel, un trésor pour nous faire du bien. Voilà. Votre avis? Alors, est-ce que vous pensez que la société ivoirienne est prête aujourd'hui à accepter une femme comme présidente? Je dirais oui, hein. Je dirais oui. Vu les événements passés là. Oui. On a l'impression qu'il y a beaucoup de souvenirs qui remontent quand vous parlez. Oui, beaucoup de souvenirs. C'est pourquoi j'ai dit, quand notre consultant dit qu'on fait un peu la promotion du genre, les féministes... Ce n'est pas mauvais en soi. Non, en fait, ce n'est pas mauvais en soi. On peut faire la promotion, mais il ne faut pas seulement s'arrêter à ça, c'est ce que je dis. Non, en fait, là, il faut faire la promotion même de la femme. Tous les jours, partout. Oui, tous les jours. Parce qu'il n'y a que la femme qui peut avoir ce charisme-là, de gérer ce pays-là à l'état où il est là. À l'état où il est là. Même la mère ne peut pas gérer ce pays. Moi, je le disais tantôt, j'ai dit, si le chef de l'État actuel, le président M. Alassane Ouattara, s'il quitte ce pouvoir-là, à l'état où il est là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il laisse quoi à qui? Parce que ceux-mêmes qui sont autour de lui là, sont même pas prêts à ce que même quelqu'un d'autre accède. Donc nous on dit, il est comme pris en otage là. Parce que c'est les mêmes là qui font les gabégies, on ne peut pas les sanctionner. Et quand on parle des tests forts,
On dit non, que les lois ont été revues. Mais moi, j'ai dit non, aucune loi n'a été revue. Il n'y a pas de tests forts dans ce pays-là. Parce que s'il y avait des tests forts, ces mêmes gabégies-là n'allaient pas se répandre. Quelqu'un fait une gabégie, on l'enlève, on le met quelque part d'autre là, on met quelqu'un d'autre. Non, mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Donc aujourd'hui, là, ce pays-là est prêt à accepter une femme. Pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle est compétente. Voilà, donc on arrête de nous juger sur le fait que non, on est femme. Ils n'ont qu'à nous prendre sur nos compétences. Sur nos compétences. Et nous, depuis 2008, on a montré qu'on peut gérer ce pays-là. Parce que si tu dois gérer ce pays-là, il ne faut pas aller vers les hommes. Les hommes ne peuvent pas gérer ce pays à l'état où il est là. Il n'y a que la femme. Parce que la femme, c'est l'amour. La femme, c'est la cohésion sociale. Mais l'homme, il vit un peu avec un ton hautain. Il faut rabaisser l'autre, il faut dominer l'autre. Et on trouve que la femme, elle n'est pas soumise. C'est mamie, c'est l'auto. C'est eux qui créent toujours les guerres. Donc, ils n'ont qu'à nous faire un peu de la place. Très bien. Alors, quelle stratégie vous comptez mettre en place pour transformer justement la sympathie populaire en véritable capital électoral? Allez-y. Notre stratégie, elle est simple. Nous disons à nos électeurs de ne pas rentrer dans les histoires de comment on appelle ça, de dénigrer tel candidat par rapport à l'autre. Non. De ne même pas attaquer la personne même d'un candidat, mais de plutôt regarder le programme des sociétés. Et nous, notre stratégie, nous allons avec la cohésion sociale. Parce qu'on a tout un programme, que ce soit sur le plan infrastructure, que ce soit sur le plan industriel, que ce soit même, comment on appelle ça, sur le plan autonomisation, production agricole. On a vraiment travaillé là-dessus. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est pas, le temps il n'est pas assez long pour qu'on puisse se déballer. Nous, on a travaillé là-dessus. Mais ce qui nous fait le plus un peu tiquer, on dit qu'il n'y a pas de tests forts. Parce que s'il y avait des tests forts, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Donc, nos stratégies, on va les dérouler lorsque la candidature sera acceptée. Très bien. Ben, moi, je pense que l'histoire parle d'elle-même. Voilà, l'histoire parle d'elle-même. Les Ivoiriens, quand on les rencontre sur le terrain, leur vécu est suffisant pour embrasser une nouvelle personnalité. Voilà. Ils ont été soumis à beaucoup de barbarie, de méchanceté, de beaucoup de destruction. Donc, c'est pas difficile. C'est pas difficile de les avoir. C'est pas difficile de les avoir. Quand on a un besoin, on va dire ardent, de restaurer, je pense que c'est juste ce message-là qui les captive. Voilà la stratégie à mettre en place pour que la sympathie se transforme en véritable, on va dire, poids électoral. C'est de leur apporter la solution à leur problème. Voilà, et ça, les hommes ne l'ont pas fait depuis des décennies, depuis toujours, ils ne le font même pas d'ailleurs, et ils en ont les possibilités. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que embellir un pays, un territoire, hein, est-ce que faire de la cosmétique du bitume est comparable à la vie, à la vie d'un être humain? C'est-à-dire que on veut investir sur le territoire, on veut embellir, mais les personnes qui y vivent ont une vie précaire. Mais comment? Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. C'est tout simplement cela. Il y a un déséquilibre. Il faut ramener la vie des Ivoiriens à un niveau excédentaire. En ce moment, il y aura une complémentarité. Tant le pays est beau, que la population aussi, elle est épanouie, elle a un revenu, un niveau de vie qui soit à la hauteur de l'embellissement du pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il suffit juste de dire à l'Ivoirien que nous avons l'intention d'œuvrer plus dans le social pour aider leurs conditions, pour les aider dans leurs conditions de vie à pouvoir être, on va dire, à l'abri du besoin. C'est le message et c'est le besoin.
Et nous ne le disons pas parce que nous les voulons comme électeurs, nous le disons parce qu'ils gagneraient à nous voter pour que ça puisse se concrétiser. Voilà. Moi, personnellement, je parlerai de moi. Je ne suis pas, je veux dire, en quête de besoins, de finances et d'intérêt. Voilà. Dieu m'a fait grâce d'avoir une vie vraiment paisible et, on m'a dit, à l'abri de beaucoup de choses. Donc, j'ai aucun intérêt à me présenter aujourd'hui pour un intérêt particulier qui me soit propre. L'intérêt de l'Ivoirien est aujourd'hui l'intérêt qui me pousse à me battre. Parce que je veux un peuple digne, un peuple fier, un peuple, on va dire, un peuple de valeur, à l'image du pays. Voilà. Et ça, c'est pas là le raisonnement de ceux qui sont là et qui ont la caisse de l'État, qui peuvent le faire, mais qui ne le font pas. Donc, la solution est le seul objet pour emmener la sympathie à un électorat. Merci beaucoup, Gaël. Alors, je vais venir sur les deux aspects qui ont été évoqués tout à l'heure. Il y a eu la question de la stratégie en dernier pan, et puis il y a eu aussi, est-ce que les Ivoiriens sont prêts à avoir une femme pour présidente de la République? Alors, moi, je dis oui, les Ivoiriens sont prêts parce que la Constitution, déjà, le consacre. L'égalité entre l'homme et la femme, c'est bien dans le préambule même de la Constitution. Et du moment où les femmes sont candidates, déjà, parce que si les Ivoiriens n'étaient pas prêts, ne voulaient pas, on aurait sûrement fait des textes, des arbitrages pour que les femmes, il y a des pays, ça existe, bon, ça existait, où les femmes n'avaient même pas droit au vote. Les femmes ont le droit au vote en Côte d'Ivoire, elles ont le droit d'être candidates, elles ont tous les droits égaux vis-à-vis des hommes. Donc seulement ce qui fait la différence, c'est que peut-être que si depuis 13 élections présidentielles, on n'a pas encore eu une femme, peut-être qu'il n'y a pas encore eu cette femme-là qui a vraiment pu taper dans l'œil des Ivoiriens de par son programme, de par son projet de société. Pour pouvoir faire. Sinon, les femmes sont toujours dans la course, elles sont dans la compétence. Regardez par exemple aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, on a connu Hillary Clinton. Dernièrement, on a connu Kamala Harris. Il y a eu, en France, il y a Le Pen. Mais disons-nous, est-ce que quand on les voit, ces femmes-là, dans leurs ambitions présidentialistes, prendre la parole, à la limite même, on se dirait qu'elles oublient les femmes. Elles n'en parlent même pas presque. Elles ne parlent pas d'une question de genre, les femmes, il faut que ce soit une femme. À la limite, même souvent, on a l'impression que ce sont des hommes qui parlent. Ce sont des femmes fortes. On a besoin de femmes fortes avec des compétences et des propositions pour ce pays. Lorsqu'on aura ces femmes-là, j'espère que nos deux dames ici sont ces femmes-là. Quand on va les voir en campagne, si les Ivoiriens ont vu cela en elles, ils vont les voter. Et forcément. Maintenant, côté stratégie, bon, je vais dire que elle est multiforme. La stratégie pour emmener la sympathie aux unes, pour les transformer en vote. Il y a la question, déjà même, je ne vais pas venir trop là-dessus, mais il y a la question de la machine électorale, qui fait beaucoup polémique, mais on est dans le processus. Il y a les financements, parce qu'une campagne, ça demande beaucoup en termes de financement. Ce n'est pas pour aller faire l'achat de conscience, mais sur le terrain, on en a besoin. Il y a le terrain même, comme Mme Jocelyne le disait tout à l'heure, elles ont été sur le terrain, elles ont vu, elles sont allées se frotter aux réalités du terrain. Il y a le terrain, il faut avoir le terrain avec soi. Et quel autre élément que je pourrais ajouter? Il y a l'appareil politique, c'est très important. L'appareil politique, chez nous ici en général, ce sont les partis politiques. Mais il peut arriver, vous remarquerez que pour la présidentielle, chaque fois, ce sont les partis politiques qui gagnent. Dans les législatives et puis les mairies et autres, souvent des indépendants réussissent à se dégager. Mais on a besoin, selon notre réalité, selon les aspects sociologiques, selon
l'organigramme même politique du pays d'un appareil politique. Ça, je le dis pour ne pas dire que c'est forcément obligé, mais je le dis en fonction de ce qu'on a toujours vu, de façon traditionnelle. Quand vous avez un appareil politique, c'est un peu plus facile pour vous. On voit des gens déjà se battre pour des appareils politiques. Mais quand vous êtes seul, indépendant, c'est un peu plus difficile. Compliqué. Donc tout ça, ce sont des éléments que je pense que nos candidats ont déjà travaillé en amont en termes de stratégie. Il y a aussi, il y a aussi la stratégie, je pourrais même la conseiller à Mme Jocelyne, il y a la stratégie de coalition, de rapprochement. Parce que tout à l'heure, tout ce qu'elle disait, au départ, vous allez remarquer qu'elle est beaucoup sur la question agricole, la question des femmes, agricole et tout. Mais si c'est là-bas que vous êtes forte, vous pouvez emmener vos propositions vers un autre candidat et là, vous pourrez gérer par exemple ce département-là. Donc il y a tout ça, il y a ces arbitrages-là qui font partie de la stratégie. Donc chacune à son niveau, sûrement à sa bonne stratégie pour pouvoir amener les Ivoiriens à les voter. Moi je souhaite qu'elle passe déjà le cap du Conseil constitutionnel d'ici le 10 septembre. Une fois que ça sera fait, on verra dans le fond maintenant. Et effectivement, la bataille est très hard. Il n'y a pas de pitié, comme on dit. Il n'y a pas affaire de femmes, il n'y a pas affaire de garçons. Tout le monde sera sur le terrain. Voilà, sur le terrain politique. Il y a des invectives souvent. Moi, j'ai déjà entendu des femmes, des grandes dames politiques même dire que ce n'est pas facile quand tu viens, on t'insulte sur le terrain et tout ça. Mais les hommes qui sont sur le terrain... On les insulte aussi, voilà, mais il faut, il faut avoir le dos large et tenir sur le terrain. Donc le temps imparti pour cette discussion arrive à son terme. Je vais demander à nos deux candidates de dire en une minute, de convaincre, on va dire, les Ivoiriens en une minute de voter pour elles. Vous allez commencer? Allez-y. Il a respiré un peu. Elle a pu commencer. Il respire aussi. La compétition a commencé. Hein. Ça a déjà commencé. C'est la compétition. Très bien. En fait, nous voulons juste dire aux Ivoiriens, ce pays a besoin de stabilité. Et nous, on le dit, hein, ce semblant de paix dans lequel on est là, nous, on préfère ça. Parce qu'on a traversé beaucoup de choses en 2010. Donc, on demande aux Ivoiriens, quel que soit le candidat que vous voulez choisir, restez dans la cohésion sociale. Évitez de déchirer ce pays-là. C'est pourquoi nous prenons toujours la cohésion sociale. Notre programme de gouvernement, il s'étend sur l'emploi jeune, la mécanisation, l'industrialisation de nos produits agricoles et puis la protection de la femme et de la jeune fille. Même par rapport à tout ce qui est sécurité là, on a prévu même une sécurité mixte qui va convoyer tous les produits agricoles jusqu'à destination. On a tout prévu dans notre programme de gouvernement. Mais ce qu'on demande aux Ivoiriens, de nous faire confiance, de ne pas rentrer dans les troubles, de ne pas rentrer dans tout ce qui va entraîner le chaos dans ce pays-là. Notre candidature peut être retenue comme elle peut ne pas être retenue. Tout à l'heure, il a dit, c'est une barrière. C'est une barrière. Nous savons ce que nous avons déposé. Nous savons ce qu'on nous a demandé. Est-ce qu'on a pu payer les 50 millions? On ne sait pas. À la dernière minute, ça a été une condition. Et une condition unique pour que ton dossier soit validé. On nous demande les reçus des 50 millions. Alors qu'au début, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Au début, ils ont dit, on déposait d'abord les dossiers et puis après, quand c'est validé, on venait payer les 50 millions. Est-ce que les femmes ont passé cette étape-là? On ne sait pas. Donc, même si nos dossiers ne sont pas retenus, ceux qui iront aux élections, qui seront retenus là, qu'ils sachent qu'il y a des femmes qui ont des compétences derrière, qui doivent rapprocher près d'eux. Tout à l'heure, il a dit qu'ils doivent rapprocher près d'eux. Nous ne sommes pas fermés à la coalition, non. Parce que nous voulons la stabilité. Et c'est cela que nous prêchons toujours à nos militants. Merci beaucoup. Marika Mbladi. D'accord. Alors moi, je pense que la vérité elle-même est convainc. Donc, je ne chercherai pas à convaincre qui que ce soit. Ce que je sais, c'est que
nous avons vécu beaucoup de problèmes, de guerres, de souffrances depuis l'année 2002, l'année de la mutinerie, jusqu'au clash de 2010. Et par la suite, nous savons ce qui s'en est suivi et comment nous le vivons depuis 2010 à aujourd'hui. Quelle est l'image de notre pays? Qu'est-ce qui manque dans la société? Comment est-ce que nous sommes maintenant? Est-ce que nous nous retrouvons? Nous ne nous retrouvons pas. Nous avons tout cela qui évolue au jour le jour avec nous. Donc, si une personne, j'allais dire, décide de mettre fin à toute cette souffrance qui est, on va dire, cachée dans l'ombre et avec laquelle nous grandissons au jour le jour, mais nous n'avons aucun recours à qui parler, comment trouver la solution. Je pense que si Marie-Karine Blady, que je suis, se propose à apporter cette solution, parce que la solution, c'est comme un peu une consolation, c'est d'essuyer les larmes. Essuyer les larmes. Mais on ne peut pas essuyer les larmes. Ceux qui ont fait couler les larmes ne peuvent pas essuyer les larmes. Voilà, il faudra que vous le compreniez. Ceux qui vous ont fait couler les larmes ne seront pas ceux-là qui essuieront vos larmes. Voilà. Nous venons, moi je viens pour apporter à l'Ivoirien vraiment tout ce qu'il a perdu, restaurer la vie de l'Ivoirien et puis apporter à l'Ivoirien le besoin, l'équilibre, le besoin dans tous les secteurs d'activité de notre quotidien. Concernant le parrainage, bon, j'ose croire que nous sommes dans un pays de justice et que lorsqu'on nous donne un bordereau après le dépôt de la candidature et que sur ce bordereau, il y a des cases qui sont énumérées de sorte à ce que la case de gauche dise non, la case de droite dise oui. Ça veut dire que quand on coche la case de droite qui dit oui, ça veut dire que le candidat a porté ce document. Donc moi, ma feuille, toutes les cases sont oui. J'ai payé ma caution. J'ai validé mes parrainages. J'ai apporté tous mes documents. Alors là, tous mes documents. Donc j'ose croire qu'il n'y a pas de raison que je sois récalé. Voilà. Et Dieu le voulant, Dieu ayant entendu les pleurs des Ivoiriens, Dieu connaissant la souffrance cachée des Ivoiriens, s'il plaît à Dieu d'apporter une solution que je suis, alors je pense que c'est vers moi que vos regards devront se tourner. Merci. Merci beaucoup Marie-Karine Blady. Je rappelle que nous étions en compagnie de Jocelyne André Doireau, candidate à l'élection présidentielle 2025, et Marie-Karine Blady, également candidate à l'élection présidentielle 2025. Nous avions aussi sur ce plateau Gaël Lakba, analyste socio-politique. Merci à nos invités.